Ma femme m'a trompé pendant des mois. J'ai demandé le divorce en pensant que c'était ce qu'elle voulait, mais maintenant elle pleure et dit qu'elle veut sauver notre mariage. Quand j'ai découvert que ma femme me trompait, je pensais que le divorce serait la fin de tout. Mais aujourd'hui, après avoir détruit notre famille et perdu tout ce que nous avions construit, elle est désespérée à l'idée de réparer l'irréparable. Et moi? Je ne ressens plus rien. J'avais publié cette histoire ailleurs à l'origine, mais on m'a conseillé de la partager ici. Il y a 7 mois, j'ai découvert que ma femme me trompait. J'ai traversé toutes les phases émotionnelles imaginables, l'angoisse, le déni, la douleur. J'ai même essayé de sauver notre relation, alors qu'elle était déjà en ruine. Je suis resté profondément déprimé pendant longtemps. Le plus étrange, c'est que je ne l'ai jamais confrontée. Je n'en voyais simplement pas l'intérêt. À l'intérieur, j'étais complètement brisé. Peut-être l'a-t-elle remarqué, c'est possible. Mais si c'est le cas, elle ne s'en est clairement pas souciée. Il y a environ 3 mois, quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé que je ne voulais plus vivre de cette façon. J'en avais assez d'elle, du mariage, de tout. C'était comme si quelque chose s'était éteint en moi. J'ai alors commencé à planifier le divorce et à préparer ma vie sans elle. Depuis ce jour, j'ai fait tout mon possible pour l'éviter. J'essayais de ne pas être à la maison quand elle y était. Et quand il était inévitable que nous nous croisions, je lui adressais à peine la parole. Si elle me posait une question, je répondais par des monosyllabes, oui, non, peut-être, je ne sais pas. En gros, j'avais cessé d'interagir. J'ai même laissé les factures de l'avocat du divorce bien en évidence. Si elle n'avait pas encore remarqué mon détachement émotionnel, elle a certainement compris ce qui se préparait lorsqu'elle a vu ces documents. Même nos enfants ont perçu que quelque chose n'allait pas. Ils m'ont demandé s'il y avait un problème entre maman et moi, et j'ai donc eu cette conversation difficile avec eux. Je leur ai expliqué que nous les aimions énormément tous les deux, mais que parfois les adultes ne pouvaient plus rester ensemble. Je leur ai dit que ce n'était pas de leur faute et que nous resterions toujours leurs parents, quoi qu'il arrive. Ma femme était dans la chambre pendant que je parlais aux enfants. Elle n'a pas prononcé un mot. J'ai interprété cela comme un consentement silencieux. Il y a quelques jours, tout a pris une tournure inattendue. J'ai croisé une ancienne camarade d'école, appelons-la Monica. Il y avait toujours eu une forte alchimie entre nous à l'époque, mais rien ne s'était jamais passé parce que nous étions jeunes, timides et un peu idiots. Ses parents avaient déménagé avant que j'aie le courage de faire quoi que ce soit, et je n'avais plus jamais eu de ses nouvelles, jusqu'à maintenant. La rencontre a été fortuite, mais dès que je l'ai vue, c'était comme si le temps n'avait pas passé. La tension entre nous était encore plus forte qu'avant. La conversation a coulé naturellement, comme si nous nous étions vus la veille. À la fin, elle m'a proposé de sortir. Je lui ai expliqué toute ma situation, que j'étais encore marié, mais que j'avais déjà décidé de divorcer. Savoir qu'après toutes ces années elle s'intéressait toujours à moi m'a profondément ému. Ce soir-là, je suis rentré chez moi décidé à mettre un point final à tout cela une bonne fois pour toutes. J'étais incroyablement heureux, à tel point que je souriais comme un idiot en attendant que ma femme rentre. Quand elle est entrée, je lui ai demandé de s'asseoir et lui ai dit qu'il fallait que nous parlions. Je suis allé droit au but, je lui ai dit que je savais qu'elle m'avait trompé et que je supposais qu'elle le savait aussi, puisque je m'étais détaché émotionnellement du mariage depuis des mois et que cela ne semblait pas la déranger. Je lui ai expliqué que je voulais avancer dans ma vie et que j'avais rencontré quelqu'un qui me rendait heureux. J'ai conclu en disant: compte tenu de tout cela, je pense qu'il est temps que nous divorcions. Tu ne crois pas? Je n'étais pas préparé à sa réaction. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'était pas un simple chagrin. C'était un cri profond, désespéré, qui m'a glacé le sang. Entre deux sanglots, elle murmurait des excuses, demandait une seconde chance, disait que cette aventure ne signifiait rien et que nous pouvions sauver notre mariage avec une thérapie. J'étais sous le choc. Au fond de moi, je pensais qu'elle serait soulagée, peut-être même heureuse. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à se sentir coupable, qu'elle pouvait partir avec cet homme si elle l'aimait vraiment. Après tout, pourquoi aurait-elle tout gâché sinon? Pensait-elle vraiment que sa trahison n'aurait aucune conséquence? Il était difficile de croire qu'elle pouvait être aussi naïve, ou aussi égoïste. Je lui ai expliqué que si elle pensait vraiment qu'il y avait quelque chose à sauver dans notre mariage ou notre famille, le moment pour agir aurait été il y a 7 mois avant de décider de s'impliquer avec un autre homme. Maintenant, il n'y a plus rien à sauver. Il est trop tard.
Ce que nous avions est brisé et ne peut pas être réparé. Honnêtement, je n'ai jamais pensé que nous avions des problèmes sérieux dans notre mariage. Elle n'a jamais parlé de ce qu'elle ressentait ou de ce qu'elle pensait qui n'allait pas. Je ne suis pas devin, s'il y avait quelque chose à résoudre, je ne pouvais pas le deviner, encore moins le résoudre. D'un autre côté, en s'impliquant avec cet homme, elle a clairement montré qu'elle pensait qu'il y avait un problème. Un problème si grave qu'au lieu d'essayer de le résoudre avec moi, elle a préféré l'ignorer et aller de l'avant avec quelqu'un d'autre. Si grave qu'elle était prête à accepter que nos enfants grandissent dans un foyer brisé. Je lui ai expliqué tout cela calmement et lui ai dit qu'il n'y avait aucun moyen d'annuler les dégâts qu'elle avait causés. On ne peut pas effacer les 7 derniers mois qu'elle a passés avec cet homme, ni la douleur et la souffrance que tout cela m'a infligé. Tout cela m'a conduit à l'endroit où je me trouve maintenant, fondamentalement indifférent à son égard. Pour être tout à fait honnête, je la déteste peut-être même bien que je le cache pour que nous puissions maintenir une relation civilisée en tant que coparents à l'avenir. Je lui ai également dit qu'elle ne s'était clairement jamais souciée de moi. Personne qui se soucie vraiment de quelqu'un ne le blesse de cette façon. Personne ne trahit la personne qu'il prétend aimer. Ses paroles maintenant, disant qu'elle m'aime, n'ont aucun sens. Ses actes parlent d'eux-mêmes et montrent le contraire. À ce moment-là, elle est devenue totalement incohérente. Elle pleurait et marmonnait des choses que je ne pouvais même pas comprendre. Tout ce qu'elle disait n'était qu'un chaos émotionnel. Finalement, j'ai compris que je ne pouvais pas gérer ça seul. J'ai appelé sa sœur, lui ai expliqué la situation et lui ai demandé de venir la chercher. Quand elle est arrivée, je lui ai donné un bref résumé de la situation et elle est repartie avec ma femme. Honnêtement, j'ai ressenti un énorme soulagement quand elles sont parties. C'était comme si je pouvais respirer pour la première fois depuis 7 mois. Enfin, un peu de paix. Maintenant, je suis là, essayant de tout comprendre. Et oui, je ne comprends toujours pas. Elle devait savoir que cela allait arriver. Comment n'a-t-elle pas réalisé que ces décisions allaient inévitablement nous mener ici? Elle ne pouvait pas penser que tout continuerait comme avant après ce qu'elle avait fait. Elle est belle, intelligente, et, autant que je le savais, notre mariage allait bien avant cette trahison. Mais maintenant, elle fait semblant de m'aimer, de vouloir rester mariée, de vouloir maintenir la famille unie. Pourquoi? Quelle est la motivation derrière tout ce drame? Est-ce une stratégie? A-t-elle peur de quelque chose? Je sais que j'ai plus qu'assez de preuves de son infidélité, et dans le pays où nous vivons, cela signifie qu'elle n'a droit ni à une pension ni à aucun avantage financier lors du divorce. Est-ce cela qui l'inquiète? Ou bien a-t-elle peur que je raconte tout au mari de l'homme avec qui elle m'a trompé? Lui aussi est marié, alors peut-être craint-elle que tout cela ne devienne un scandale. Je ne sais pas. Tout cela est très confus. Je pensais qu'écrire tout cela m'aiderait à donner un sens à la situation, mais je suis aussi perdu qu'au début. Mise à jour 1. Avant tout, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour vos commentaires. Cela a été une expérience bouleversante à bien des égards. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tous les messages, mais je les ai tous lus attentivement. J'ai publié mon histoire 3 jours après ma conversation avec mon ex, et à ce moment-là, je n'avais presque pas dormi. En fait, je me suis endormi en lisant des messages sur l'ordinateur, et lorsque je me suis réveillé le lendemain, j'avais une marque étrange du clavier sur le visage, mais surtout, j'avais l'esprit beaucoup plus clair. J'ai compris que je devais organiser mes pensées. Alors, j'ai rédigé plusieurs listes, les avantages et les inconvénients, mes priorités, les questions auxquelles je voulais répondre. J'ai collé plusieurs feuilles sur le mur, chacune avec un titre différent, nos enfants, comment aborder le divorce, questions pour mon ex, notre mariage, Monica, et d'autres encore. Le document final que j'ai créé est bien trop long pour être partagé ici, mais je peux vous donner les points principaux. Mon objectif était d'identifier les principes de base que je voulais suivre et de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Eux, mes enfants, sont ce qu'il y a de plus important pour moi. J'ai décidé de redoubler d'efforts pour les soutenir émotionnellement et les aider à traverser cette période. J'ai l'intention d'organiser davantage de séances de thérapie, individuelles et familiales, ainsi que des voyages, de passer plus de temps avec eux et de créer de nouveaux souvenirs positifs. Je vais également impliquer le reste de la famille pour que nous puissions tous les entourer d'amour et de soutien. Je parlerai à leurs professeurs, entraîneurs et à toute personne proche d'eux afin de m'assurer qu'ils disposent d'un système de soutien solide, immédiat et constant. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et que je serai toujours là pour eux. De plus, j'ai passé un test de dépistage des IST et j'ai également programmé un test ADN pour confirmer si les enfants sont bien les miens.
Rien que d'y penser me rend profondément mal à l'aise, mais je dois en avoir le cœur net, pour leur bien. S'ils ne sont pas mes enfants biologiques, il pourrait y avoir des informations médicales importantes à connaître ou même la nécessité de contacter leur père biologique à l'avenir. J'espère qu'ils sont bien les miens, mais d'ici là, je ne pourrai pas m'empêcher d'être anxieux. Lorsque j'ai parlé avec leur thérapeute, nous avons décidé qu'il serait préférable d'expliquer la situation ensemble, de manière claire et délicate. Nous avons répondu à toutes leurs questions et leur avons expliqué que, sans confiance, il est tout simplement impossible de maintenir une relation. J'ai également réalisé que je ne l'aimais plus. Je n'aime plus la personne qu'elle est devenue. Ce que je ressentais pour elle faisait autrefois partie intégrante de ma vie, mais elle a détruit tout cela avec sa trahison. Cela a complètement changé la façon dont je la vois. Peut-être que, dans un univers parallèle, j'aurais pu réapprendre à l'aimer. Mais pour que cela arrive, il faudrait que j'en ai envie, et la vérité, c'est que je n'en ai pas envie. Il vaut mieux mettre un point final à tout cela et avancer dans nos vies. Je ne veux plus de ce mariage, je ne veux plus de notre relation. Je ne la veux plus. La partie de moi qui, autrefois, débordait de joie et de bonheur en pensant à elle ne ressent aujourd'hui que de la peur et de la douleur. Penser à elle ou être associé à elle à quelque niveau que ce soit me provoque un profond malaise. Le divorce est inévitable et je veux qu'il se produise le plus vite possible. J'ai aussi longuement réfléchi à Monica et à la possibilité d'une relation entre nous. J'ai reçu plusieurs commentaires qui m'ont fait me demander, est-ce vraiment une bonne idée de commencer quelque chose de nouveau maintenant? Est-ce juste de l'impliquer dans mon chaos? J'en ai parlé ouvertement avec elle. Monica n'était pas d'accord sur le fait que nous devrions prendre nos distances. Elle a dit que la vie est compliquée et qu'au lieu d'attendre que tout soit parfait, nous pouvions affronter les défis ensemble, au fur et à mesure qu'ils se présenteraient. Au cours de nos conversations, elle m'a raconté pourquoi elle ne s'était jamais mariée. J'ai découvert qu'elle avait été fiancée, mais que son fiancé est décédé dans un accident de travail il y a près de 5 ans. Cette perte l'a dévastée et, bien qu'elle soit sortie avec quelques personnes depuis, elle n'a jamais réussi à se connecter avec quelqu'un, jusqu'à présent. Selon elle, la vie est courte et nous devons prendre des risques quand une véritable opportunité se présente. Sa façon de penser m'a fait la voir sous un nouveau jour. Elle est incroyablement forte, et je suis reconnaissant de l'avoir à mes côtés, même si tout est un désastre en ce moment. J'ai expliqué à Monica que je ne voulais rien commencer avant que mon divorce ne soit officiel. J'ai précisé que ce n'était pas seulement une question de principe, mais aussi de perception. Si nous apparaissions soudainement ensemble, beaucoup pourraient la qualifier de « briseuse de ménage ». Elle a entièrement compris et a dit qu'elle attendrait un peu, jusqu'à ce que tout soit officiel, avant que nous fassions quoi que ce soit. Sa compréhension n'a fait que me rendre encore plus attiré par elle. Malgré cela, j'ai décidé de ne plus la contacter avant que la séparation légale ne soit prononcée. Nous avons convenu que je réglerai d'abord mes affaires et, quand je serai prêt, je l'appellerai pour que nous décidions ensemble de ce que nous voulons faire. Avant de rencontrer mon épouse pour parler du divorce, j'ai écrit une liste de principes que je voulais suivre. J'ai décidé que, durant cette conversation, j'essaierai d'être l'homme que j'étais avant tout cela, quelqu'un de calme, juste et concentré sur ce qui compte vraiment. Mon objectif était de garder mon sang-froid, de ne pas être cruel et de me rappeler que, avant tout, le but de cette discussion était d'aller de l'avant dans nos vies et d'être les meilleurs parents possibles pour nos enfants. J'ai également préparé une liste de questions pour comprendre pourquoi elle avait décidé d'avoir cette liaison et comment elle comptait avancer après tout ce qui s'était passé. Je voulais des réponses claires, sans pour autant lui donner de faux espoirs de réconciliation. Je n'avais aucune intention de la manipuler pour obtenir un quelconque avantage lors du divorce. J'avais déjà décidé de partager les biens équitablement, de proposer une garde partagée 50-50 et d'agir avec intégrité. Bien que sa trahison ait été dévastatrice, je ne voulais pas m'en servir comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je veux être quelqu'un dont mes enfants pourront être fiers. Je la déteste pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle m'a infligé, à moi, à nous et à nos enfants. Mais malgré tout, je garde précieusement les souvenirs des bons moments que nous avons vécus ensemble, et j'aime profondément les enfants que nous avons élevés côte à côte. Je sais qu'un jour, je devrais lui pardonner pour pouvoir avancer. Jusqu'au moment où elle m'a trompé, je croyais que notre mariage était solide. Nous nous aimions, passions du temps de qualité ensemble et nous disputions rarement. Je me sentais totalement ouvert avec elle et pensais que le sentiment était réciproque. Mais, avec le recul, ses actions prouvent que je me trompais. Samedi, je suis allé la voir. Sa sœur m'avait prévenu qu'elle n'allait pas bien et elle n'allait vraiment pas bien.
Mon ex était anéantie, les yeux gonflés, le visage éteint, les cheveux en désordre. Elle semblait s'être effondrée de l'intérieur. Il était évident qu'elle ne dormait ni ne mangeait correctement depuis des jours. Nous nous sommes assis pour parler et elle tremblait de façon incontrôlable. Moi, étonnamment, je me sentais calme. J'ai pu voir sa douleur, mais je ne l'ai pas ressentie comme un mari aimant l'aurait fait. C'était plutôt comme un spectateur qui regarde un film. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce sentiment m'a seulement confirmé que je ne l'aimais probablement plus. Elle a essayé de parler plusieurs fois, mais s'effondrait toujours en larmes. Et ce n'étaient pas des larmes feintes, elles étaient réelles. Je l'avais déjà vue pleurer auparavant, mais jamais de cette façon. Personne ne peut simuler des pleurs incessants pendant une semaine entière, avec des sanglots si profonds qu'ils semblent torturer l'âme elle-même. Quand elle a enfin pu parler, les mots ont jailli comme si un barrage s'était rompu. Elle s'excusait encore et, à ma grande surprise, elle n'a pas tenté de se justifier ni de me rejeter la faute. Sa sœur pleurait également, la réprimandant pour ses choix. Apparemment, sa sœur avait vécu une situation similaire, elle avait perdu son fiancé il y a 1 an à cause d'une infidélité, quelque chose que j'ignorais. Selon mon ex, cette histoire l'avait poussé à réfléchir à sa propre vie et, d'une certaine manière, avait déclenché sa « crise de la quarantaine ». Elle avait commencé à trop penser à l'infidélité, jusqu'à finalement tomber amoureuse de son amant. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me blesser et qu'elle pensait que je ne découvrirais jamais rien. Dans son esprit, elle était convaincue que cette liaison serait temporaire et que tout reviendrait à la normale ensuite. Elle m'a avoué avoir mis fin à sa relation avec son amant il y a environ 1 mois et demi, mais ne jamais me l'avoir dit parce qu'elle espérait encore que nous pourrions nous réconcilier. Elle m'a même donné son téléphone pour que je vérifie. Bien qu'elle l'ait bloqué, les messages étaient toujours là, tout indiquait que leur relation était effectivement terminée. Elle croyait qu'avec le temps, nous pourrions surmonter tout cela et reconstruire notre mariage. Elle était convaincue que nous en sortirions, plus forts que jamais. Pour moi, entendre tout cela n'a fait que confirmer à quel point nous étions loin de cette possibilité. Quand j'ai regardé droit dans ses yeux pendant cette confrontation, j'ai vu qu'elle avait compris. À cet instant, elle a su que c'était probablement la fin. La réalité de ses actes lui est tombée dessus comme une tonne de briques. J'ai essayé de lui poser quelques questions, principalement sur ce qu'elle pensait quand elle a décidé qu'elle avait le droit de me faire cela, à moi et à nos enfants. Ses réponses n'étaient que des démonstrations de son égoïsme. Mais j'ai vite compris, comme beaucoup d'entre vous l'ont souligné, que je n'obtiendrai jamais les réponses que je cherchais, parce qu'elles n'existent tout simplement pas. Il n'y a aucune justification acceptable à la trahison. Par conséquent, il n'existe aucune réponse qui puisse me satisfaire. Malgré tout, j'ai réussi à clore ce chapitre d'une façon étrange. Je lui ai dit à quel point elle m'avait blessé et toute la douleur dévastatrice qu'elle m'avait causée. Je lui ai clairement expliqué que la fin de notre mariage était entièrement de sa faute et qu'à cause d'elle, nos enfants grandiraient dans un foyer brisé. Dire cela m'a apporté un sentiment inattendu de paix. J'ai été surpris d'apprendre qu'elle avait lu des articles sur « Comment réparer un mariage détruit par une infidélité ». Elle avait préparé une chronologie détaillée des événements, une confession signée et plusieurs autres documents. Je n'ai même pas voulu les lire. Je les ai simplement pris et remis à mon avocat. Elle m'a supplié encore et encore de lui donner une seconde chance, en m'assurant qu'elle ferait tout ce que je demanderais. Je lui ai dit que je ne la croyais pas, que je ne lui faisais tout simplement plus confiance. Elle m'a alors demandé ce qu'elle pouvait faire pour tout réparer. J'ai répondu que ce n'était pas mon rôle de trouver une solution pour elle, que si elle ne savait pas elle-même comment réparer ce qu'elle avait fait, elle ne pouvait pas s'attendre à ce que je le lui dise. Je lui ai demandé de se mettre à ma place et, après beaucoup d'insistance, elle a admis que, probablement, elle non plus ne me pardonnerait pas si les rôles étaient inversés. Je lui ai dit que j'avais passé un test de dépistage des IST et que je ferais également un test ADN pour les enfants. Elle s'est complètement effondrée en entendant cela, elle a pleuré pendant plus de 20 minutes. Elle a dit que c'était la seule fois où elle m'avait trompé ou avait fait quelque chose de mal, mais, après plus de discussions, elle a reconnu qu'elle n'avait aucune raison de s'attendre à ce que je la croie sur parole. Même elle a dit que si elle était à ma place, elle ferait probablement la même chose. Je lui ai demandé si l'épouse de son amant était au courant de quelque chose. Elle a répondu que non, mais a admis que cette femme méritait de savoir la vérité. Je lui ai alors demandé si elle comptait lui dire elle-même ou si je devais le faire. Mon ex m'a demandé si je considérerais une réconciliation ou une thérapie de couple si elle lui disait tout. J'ai répondu que non, mais que si elle le faisait,
elle regagnerait au moins un minimum de respect de ma part. Elle a promis qu'elle raconterait tout à l'épouse de son amant et qu'elle ferait également une confession au service des ressources humaines de l'entreprise. J'ai insisté sur le fait que je ne la croyais pas. À un certain moment de la conversation, elle a juré qu'elle ne serait plus jamais avec quelqu'un d'autre et qu'elle ne renoncerait pas avant de me reconquérir, même si cela devait lui prendre toute une vie. Je ne l'ai pas cru, mais j'ai préféré ne rien dire. À ce stade, toute réponse de ma part aurait semblé redondante. Elle est même allée jusqu'à proposer un mariage ouvert, un accès total à toutes ses communications et une disponibilité complète pour moi, 24 heures sur 24. J'ai répondu que cela ne m'intéressait pas. J'ai expliqué que j'avais déjà parlé avec Monica et que j'attendais parce que je ne voulais tromper personne. Je ne cherchais pas de relation ouverte, cela ne ferait que blesser tout le monde davantage. Je ne voulais pas non plus devenir un geôlier, surveillant chacun de ses gestes et doutant d'elle en permanence. Ce n'est pas la base d'une relation saine. En plus, l'intimité sans une connexion émotionnelle profonde n'a aucune valeur pour moi. Si tout ce que je voulais était quelque chose de purement physique et sans signification, je n'aurais pas besoin d'une partenaire pour cela. Après 5 heures de conversation, nous étions épuisés. Mon ex avait pleuré presque tout le temps, oscillant entre des sanglots désespérés et des supplications. J'ai été clair, l'amour que j'avais pour elle est mort. Je ne reconnais plus la personne qu'elle est devenue. J'ai expliqué que notre famille était morte à cause d'elle et que j'allais poursuivre le divorce. J'ai précisé qu'il n'y avait aucun moyen d'annuler ce qu'elle avait fait. La seule façon d'éviter cette fin aurait été de ne jamais entamer cette liaison il y a 7 mois. J'ai suggéré que nous évitions tout contact pendant un certain temps, afin que nous puissions tous deux prendre du recul. Je lui ai aussi annoncé que j'avais déjà entamé la procédure de divorce et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai proposé que nous participions à une thérapie familiale afin d'être de bons coparents, mais à part cela, je ne voulais plus la voir. C'était douloureux de dire tout cela, et elle pleurait désespérément, répétant « Non, non, s'il te plaît, non, encore et encore ». Quand je me suis levé pour partir, soudainement, elle a commencé à saigner abondamment du nez de façon presque explosive. Elle a essayé de m'atteindre, mais s'est évanouie. J'ai réussi à la rattraper avant qu'elle ne tombe par terre et, avec sa sœur, nous l'avons emmenée aux urgences. Je suis resté là jusqu'à être certain qu'elle allait bien. Cette nuit-là et aujourd'hui, mon ex a tout raconté à tout le monde. Ce matin, l'épouse de l'amant m'a appelé pour confirmer si ce que mon ex avait dit était vrai. Je lui ai envoyé des copies de certaines preuves que j'avais. Quelques heures plus tard, j'ai appris qu'elle avait mis son mari à la porte. Elle souhaite me rencontrer en personne pour voir davantage de preuves et m'a dit qu'elle soupçonnait quelque chose depuis longtemps, mais n'avait jamais eu de preuves concrètes. J'ai proposé que nous nous rencontrions, cela semblait une bonne idée. Elle a également demandé que nous parlions au téléphone ce soir, mais honnêtement, je ne sais pas si j'en ai la force pour l'instant. J'ai dit que peut-être plus tard. J'avoue que je me sens misérable. Je n'arrive pas à dormir depuis que tout cela a commencé. Il est extrêmement difficile de rester ferme dans ma décision. Je sais que je dois être fort, mais c'est tellement dur. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Pourquoi ai-je l'impression d'être responsable de ne pas avoir essayé de réparer quelque chose d'irréparable? Peut-être que c'est simplement mon esprit qui me joue des tours. Peut-être que j'essaie de me mentir à moi-même d'une certaine façon. Mais au fond, je sais que cela ne fonctionnerait pas à long terme. Certains amis et membres de la famille de mon ex m'ont appelé, ils m'insultent et disent que je devrais lui donner une seconde chance. Mais tout ce à quoi je pense, c'est, pourquoi prolonger la douleur? Il vaut mieux mettre fin à tout cela maintenant, pour que nous puissions tous deux commencer à guérir et à construire de nouvelles vies. Et c'est tout. Il n'y a rien de spectaculaire dans cette histoire. Pas de vengeance. Pas de résolution. Pas de paix. Il n'y a pas de fin heureuse, seulement plus de douleur pour toutes les personnes impliquées. Mon esprit est dans un endroit très sombre en ce moment. Mise à jour 2. Publication de l'épouse. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai détruit ma famille. Mon mari va me quitter et mes enfants ne veulent même plus rester dans la même pièce que moi. Ma sœur m'a suggéré d'écrire ici, peut-être pour recevoir des conseils. Il est extrêmement difficile de mettre tout cela en mots, je pleure depuis des semaines. Au cours de ce processus, j'ai réalisé que je me mentais à moi-même. J'essayais de justifier mes actes et de faire croire que j'étais meilleure que je ne l'étais vraiment dans cette histoire.
Mais quelle chance de rédemption puis-je avoir si je ne suis même pas honnête avec moi-même? Je suis complètement seule et dans un état lamentable. Je m'excuse donc si ce que j'écris semble confus ou dénué de sens. J'ai 38 ans, mon mari en a 39, et nous avons 4 enfants ensemble. Nous sommes mariés depuis 18 ans depuis que j'ai 20 ans, mais nous sommes ensemble depuis l'adolescence. Notre vie a toujours été belle, merveilleuse, jusqu'à ce que je gâche tout. J'ai eu une liaison, et sur le moment, cela m'a fait me sentir incroyable. Cela semblait combler ce qui manquait dans ma vie. Mais aujourd'hui, avec du recul, je sais que tout cela n'était qu'une illusion, une simple fantaisie. J'ai tellement honte que je ne trouve même plus les mots pour l'exprimer. Je ne peux plus me regarder dans le miroir. Tout le monde me déteste, même ma propre sœur, qui est pourtant la seule à m'avoir accueilli chez elle. Ironiquement, elle aussi a trompé son fiancé, et il l'a quitté pour cela. Pourtant, elle ne cesse de me crier dessus et de me rappeler à quel point j'ai été horrible. Ma sœur était au courant de ma liaison depuis le début. Elle m'avait prévenu que je courais droit au désastre et que je devais tout arrêter immédiatement et avouer ce que j'avais fait. Mais j'étais bien trop égoïste, bien trop stupide pour l'écouter. Je me suis convaincue que tout allait bien et que je n'avais pas besoin d'arrêter. Elle s'est complètement éloignée de moi jusqu'à ce que tout s'effondre et qu'elle doive venir me chercher. Mon mari a déjà entamé la procédure de divorce. Il ne veut même plus me parler. Depuis 3 jours, il a dit qu'il viendrait discuter, mais il n'est jamais venu et je ne peux pas lui en vouloir. Je l'ai profondément blessé. J'ai détruit lui, notre famille, nos enfants et moi-même dans le processus. Comme j'aimerais pouvoir effacer sa douleur, mais je sais que je ne le peux pas. Parfois, je pense que je devrais simplement disparaître. Tout ce que je fais maintenant, c'est rester allongé sur le lit à fixer le plafond et à me détester. Chaque fois que le silence s'installe, j'ai l'impression que mon cœur veut exploser hors de ma poitrine. Je fais des crises de panique au point d'à sans grave peine pouvoir respirer. Je mange très peu depuis des semaines. Quand j'arrive à dormir, je fais des cauchemars. Dans ces rêves, je vois mon mari me regarder avec des yeux vides, pleins de douleur et dépourvus d'amour. Ma thérapeute pense que tout a commencé il y a environ 3 ans, lorsque ma meilleure amie du lycée est morte soudainement d'un cancer. Elle ne s'était jamais mariée, mais elle était associée dans un grand cabinet d'avocats et menait un style de vie que j'ai toujours admiré au voyage, luxe, une vie palpitante. Sa mort m'a profondément affectée, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à remettre ma propre vie en question. Malgré une existence merveilleuse, un mari aimant, des enfants heureux et en bonne santé, un bon travail, la stabilité financière, une vie sexuelle épanouie, des loisirs, des amis, des vacances en famille, j'ai commencé à ressentir qu'il manquait quelque chose. Je me suis convaincue que j'avais gâché ma jeunesse, d'une certaine façon, j'ai réussi à en faire porter la faute à mon mari, même si, au fond, je savais que c'était absurde. Je ne lui ai jamais parlé de ce que je ressentais. J'ai tout gardé pour moi, accumulant du ressentiment. Ma sœur a toujours été là, fêtarde, de la famille, tandis que j'ai choisi la voie sûre et stable. Mais après qu'elle a trompé son fiancé et qu'il l'a quittée, j'ai réalisé que je la comprenais plus que je ne voulais l'admettre. Je ne sais pas comment ni quand, mais je suis devenue obsédée par l'idée de l'infidélité. J'ai commencé à fantasmer à ce sujet, il y a environ 7 mois, j'ai répondu aux avances d'un collègue de travail plus jeune et marié. Au début, il s'agissait d'une relation émotionnelle. Il savait exactement quoi dire, et j'adorais l'attention qu'il me portait. Je me sentais vivante, désirée. Les 2 premiers mois ont été un tourbillon d'émotions et d'adrénaline. Pendant ce temps, j'ai maltraité mon mari et négligé ma famille. Je l'ai ignoré, j'ai refusé toute intimité et je l'ai blâmé pour ma propre culpabilité. Aujourd'hui, avec du recul, je vois clairement à quel point je l'ai blessé. Sa douleur était évidente et je l'ai tout simplement ignorée. Le flirt est devenu physique après 2 mois. Pour être honnête, le sexe était médiocre, voire décevant. Mon amant était égoïste, mais je ne voulais pas l'admettre. J'ai continué, espérant retrouver cette étincelle initiale. Mais plus je passais de temps avec lui, moins je ressentais d'excitation. Nous n'avons jamais eu de véritable connexion émotionnelle, ce n'était qu'une illusion. Pourtant, je me suis convaincue que je l'aimais. En même temps,
j'ai commencé à ressentir une culpabilité écrasante face à ce que je faisais. Plutôt que de l'affronter, je la projetais sur mon mari. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à le blâmer pour mon malheur. Je l'ai traité terriblement, me sentant coupable de cela, je l'ai encore plus blâmé, créant un cercle vicieux qui ne faisait qu'empirer. Environ 2 mois après le début de la relation physique, j'ai remarqué un changement radical chez mon mari. Il a cessé d'essayer d'initier des moments d'intimité. Il a arrêté de faire les petites choses qui illuminaient mes journées. Avant, il m'écrivait des mots d'amour, préparait mes plats préférés et trouvait des façons de me faire rire. Tout cela a disparu. Il a même cessé de m'embrasser et de me serrer dans ses bras comme avant, ses gestes tendres accompagnés d'un petit son joyeux. À la place, il a commencé à s'éloigner. Il ne m'incluait plus dans sa vie. S'il préparait le dîner, il faisait à manger uniquement pour lui et les enfants. Quand j'ai essayé de le confronter à ce sujet, il s'est simplement levé et est sorti de la maison sans dire un mot. Au fond, je savais ce qui se passait. Je savais qu'il s'était complètement détaché de notre relation. Mais j'étais dans le déni. Je ne voulais pas l'accepter. Ma relation avec mon amant a commencé à s'effondrer peu après, mais elle a continué pendant presque 1 mois avant de finalement prendre fin. Curieusement, je n'ai pas ressenti le besoin de lui reparler. Je me suis concentrée sur une thérapie individuelle, mais même là, j'ai refusé d'avouer la vérité à mon mari. J'ai désespérément essayé de regagner son attention. Je me suis convaincue que si j'agissais comme l'épouse parfaite, il reviendrait vers moi. J'ai commencé à m'habiller comme je savais qu'il aimait, j'ai gardé la maison impeccable, j'ai cuisiné ses plats préférés, j'ai tout fait pour essayer de le reconquérir. Mais rien ne fonctionnait. Même lorsque j'essayais de lui prendre la main, il se retirait. Il me regardait à peine. Il passait beaucoup de temps en dehors de la maison, lorsque j'essayais de parler, souvent il ne répondait même pas. Et quand il le faisait, ses réponses étaient courtes et glaciales, je m'en fiche, puis il s'en allait simplement. Au fond, je savais que je l'avais perdu. Chaque fois qu'il me regardait, je ne voyais plus d'amour dans ses yeux. Avant, je pouvais sentir son amour rien qu'à la façon dont il me regardait. Maintenant, tout ce que je voyais, c'était de l'indifférence. Malgré cela, je me suis accrochée à l'idée que tout irait bien. J'ai refusé de pleurer ou de faire face à la réalité. Il y a quelques semaines, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé mon mari dans la cuisine, souriant pour la première fois depuis des mois. Je me suis assise avec lui, et ce qu'il m'a dit a tout changé. J'ai découvert qu'il savait pour ma liaison presque depuis le tout début. À la fin de ce qu'il avait à dire, il a annoncé que nous devrions divorcer, mais il l'a dit d'une manière si calme, si sereine, comme s'il supposait que j'étais d'accord avec lui. La réalité de mes actes m'a frappée comme jamais auparavant. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus penser clairement. Tout est devenu flou. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, balbutiant des mots sans sens, jusqu'à ce que ma sœur vienne me chercher et m'emmène chez elle. Quelques jours plus tard, mon mari est revenu pour parler avec moi. J'avais passé du temps à faire des recherches sur la façon de réparer un mariage détruit par l'infidélité. J'avais préparé une confession écrite et une chronologie détaillée de tout ce qui s'était passé. J'ai même proposé un contrat postnuptial entièrement à son avantage. Je lui ai donné un accès total à toutes mes communications et je lui ai dit qu'il pouvait avoir ce qu'il voulait, quand il le voulait. Mais il n'a même pas voulu lire la chronologie. Il a simplement pris le document et l'a remis à son avocat. J'ai tout avoué. Et, pendant un instant, j'ai vu la douleur traverser à nouveau son visage, la même douleur que j'avais tant de fois ignorée pendant ma liaison. Mais cette fois, elle était insupportable pour moi. J'ai essayé de justifier mes actions, mais chaque mot qui sortait de ma bouche ne faisait qu'aggraver la situation. Finalement, il a parlé calmement et clairement. Il m'a expliqué à quel point je lui avais causé de la souffrance. Il m'a dit que l'amour qu'il avait un jour ressenti pour moi était mort. Il a ajouté que mes choix l'avaient changé à jamais et qu'il voulait avancer dans sa vie. Il m'a avoué qu'il avait rencontré une autre femme et qu'il voulait sortir avec elle, mais qu'il ne voulait pas me tromper comme moi je l'avais fait. C'est pourquoi il souhaitait finaliser le divorce le plus rapidement possible. Je ne comprends toujours pas comment j'ai pu laisser les choses en arriver là. J'ai détruit ma vie. J'ai détruit ma famille. Maintenant,
Mes enfants devront grandir dans un foyer brisé, tout cela parce que j'ai couru après des émotions bon marché. Après cette conversation, je me suis évanouie et me suis réveillée à l'hôpital. Ma sœur était là, mais mon mari non, et cela m'a dévastée encore davantage. Quand j'ai repris connaissance, j'ai appelé tout le monde pour confesser ce que j'avais fait. J'ai parlé à l'épouse de mon amant, à nos amis, à mon patron. J'ai même démissionné de mon travail. Maintenant, tout le monde me déteste et je ne peux pas leur en vouloir. Je le mérite. J'ai détruit ma famille. J'ai traumatisé mes enfants. J'ai perdu l'amour de ma vie, tout ça pour une illusion passagère. Je ne sais pas comment aller de l'avant. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour réparer, au moins en partie, ce désastre? Est-ce seulement possible? Je suis complètement perdu. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, quel magnifique exemple de crise existentielle, transformée en excuse pour faire exploser toute une famille, n'est-ce pas? Elle avait tout, amour, enfants en bonne santé, stabilité et a tout jeté pour quelques messages coquins et des rapports décevants au bureau. Puis elle pleure, se repent et veut réparer un navire qu'elle a elle-même coulé. Vous savez ce que ça prouve? Que le remords n'est pas de l'amour, c'est simplement la peur des conséquences.